Bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent un peu nos présentations, le plan, c'est un petit peu le plan habituel. Écoutez, on ne peut pas réinventer la roue. On va d'abord traiter des offres et demandes aux États-Unis, ensuite du marché international et on finira avec le marché local. Alors, pour les États-Unis, on y va avec d'abord le maïs. Mais avant le maïs, on va parler des superficies ensemencées. Un premier point d'abord, ce que vous voyez ici, ce sont les données publiées le 31 mars. Ce sont les intentions d'ensemencement qui ont été enquêtées par l'USDA au début de mars. Et rappelez-vous, ça c'est important, c'est au début du mois de mars. Et donc, l'impact potentiel de la hausse des engrais, du prix des engrais, n'était vraiment pas encore un facteur prédominant quand l'enquête a été faite. Et puis, donc, l'USDA est arrivé avec une baisse de la superficie du maïs, Oh, aussi, excusez. mais pas aussi grande qu'on l'attendait avec 95,3 millions d'acres. Une hausse du soya, mais encore une fois, pas aussi haute qu'on l'attendait, 84,7 millions d'acres. Et finalement, une baisse de la superficie du blé avec 43,8 millions d'acres. Suivant. Alors, commençons par le maïs. On a maintenant les premières prévisions du USDA pour 2026-2027. Donc, la superficie, comme vous le voyez, 95,3 millions d'acres, c'est le chiffre du 31 mars. Par contre, c'est le rendement 183 boisseaux de l'acre. En fait, un quasi-record. Mais il faut se rappeler comment l'USDA procède. Ils appellent ça un trend yield. Donc, c'est une tendance, une moyenne tendancière, si vous voulez. La traduction se tient plus ou moins. Mais donc, on part en ce moment-ci avec un rendement à 183. Suivante. Alors, on obtient une production de quasiment 16 milliards de boisseaux, c'est-à-dire 1 milliard de boisseaux de moins que l'an passé. La baisse est significative, mais je vous ferai remarquer qu'à 16 milliards de boisseaux, c'est un quasi-record aussi de production. C'est le deuxième niveau le plus élevé. Et donc, oui, il y a une baisse sensible, mais c'est quand même, toute proportion gardée, une très bonne production qui est anticipée à ce moment-ci. Suivante. Alors, les exportations de maïs vont légèrement baisser, 3 150 millions de boisseaux. En 2025-2026, donc l'année courante, les exportations sont prévues atteindre un record de 3 300. À nouveau, le même commentaire que pour la production. Il y a une légère baisse des exportations, mais ça demeure quand même un niveau très élevé. Et donc, l'USDA, à ce niveau-là, est relativement positif. On pourrait peut-être même dire optimiste. Suivante, s'il te plaît. Alors, les stocks vont baisser, mais pas énormément. L'USDA prévoit qu'en 2027, les stocks baisseront un petit peu en dessous de 2 milliards de boisseaux, 1957 millions de boisseaux pour être plus précis. Ça demeure quand même un niveau d'inventaire relativement élevé. Comme vous pouvez le voir sur la gauche, en 2021-22 et même 2022-23, les stocks étaient beaucoup plus bas, avec des ratios aussi pas mal plus bas. Donc, il y a un certain resserrement de l'offre et la demande de maïs, mais je vous dirais, somme toute, assez modéré. Suivante, s'il te plaît. Et donc, regardons maintenant le contrat de maïs de décembre. Ici, vous avez l'évolution de ce contrat depuis le 1er janvier. Et puis, ce qui est quand même frappant, c'est que dernièrement, oui, on a eu une certaine hausse, mais le plus frappant, c'est la ligne assurée
en bas. Le 4,40, c'est en fait la prévision du USDA du prix moyen à la ferme pour 2026-2027. Je pense que le graphique dit tout. Euh, Mon opinion, c'est que l'USDA est peut-être un petit peu trop conservateur avec leur première prévision de prix pour 2026-2027. Vous remarquerez que le contrat de décembre, à date, n'a jamais atteint un niveau aussi bas. On s'en est rapproché une fois ou deux. Euh, Pourquoi l'USDA commence aussi conservateur? On va le voir tantôt. Il y a certains facteurs à l'œuvre, mais c'est quand même quelque chose d'assez significatif et qui est différent, on le verra pour le soya. Suivante, s'il te plaît. Alors ici, on vous donne ces prix moyens pour les 10 dernières années et ça vous donne un petit peu un historique du recul. Comme vous pouvez le voir, 4,40 $ bon ben c'est quand même un peu mieux que le niveau de 2025-2026 à 4,15 $ mais on s'entend rien de majeur. En fait, c'est quand même intéressant parce que si on commence chronologiquement dans les années 2016-2017, on va dire que le niveau plateau était autour des 3,50 $. Après ça, à partir de 2020-21, il y a eu une forte hausse, 3 années d'affilée. Deux éléments à l'œuvre, on le verra aussi tantôt. D'abord, il y a eu des importations massives de maïs par la Chine. Et en même temps, vous vous rappellerez, la fameuse COVID était à l'œuvre. Et pour couronner le tout en 2022, c'est à ce moment que la Russie a envahi l'Ukraine. Et rappelez-vous la panique au début, en février-mars 2022. Tout le monde pensait que les exportations de grains de ces deux grands pays exportateurs allaient s'effondrer, ce qui finalement n'a pas été le cas. Depuis, on est revenu à un niveau normal, mais vous remarquerez quand même à partir de 2023, 2023-24 jusqu'à l'année prochaine, le nouveau plateau est quand même plus élevé que l'ancien. On va le mettre, on va dire, autour de 4,50 $. Donc, veut pas, on est passé d'un, je ne sais pas très bien comment appeler ça, si vous voulez, un plancher autour de 3,50 $ à un nouveau plancher de 4,50 $, mais on s'entend, on est quand même loin du pic qu'on a connu en 2022-2023. À toi, Étienne. Parfait, merci Ramzi. Donc, on va faire le même exercice, mais pour le soya cette fois-ci. Donc, un peu comme dans la même veine. Bon, Ramzi l'a discuté au tout début de la présentation. Les superficies sont en hausse. Par contre, c'est quand même quelque chose, comment dire, là, qui masque la réalité. C'est-à-dire que, rappelez-vous que 2025-2026, c'est le début aussi de la deuxième vague de guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis. Donc, en 2025, il y a déjà eu une baisse des superficies. Pourquoi? Ben, parce que la Chine achetait très peu de soya américain et les producteurs s'y sont adaptés. Donc, la hausse pour 2026-2027, c'est tout simplement un retour à la normale quand on regarde les années précédentes. On était à des niveaux beaucoup plus élevés qu'ils sont présentement et les marchés anticipaient des superficies beaucoup plus élevées, comme le disait Ramsey. Au niveau du rendement, c'est un peu la même explication que Ramsey et honnêtement, c'était quelque chose qui était prévisible déjà longtemps à l'avance. L'USDA utilise son trend yield, son rendement moyen croissant, là. Donc, d'où pourquoi le 53 soit le même rendement que la récolte record de l'année passée. Donc, disons que les chances qu'il soit inférieur à celui-ci sont beaucoup plus élevées, mais n'empêche, j'avais dit la même chose pour 2025 et 2026 et je m'étais mis un doigt dans l'œil. Donc, il y a toute une bonne chose, pas une fin, mais toute proportion gardée, là, tu sais, on peut se tromper, mais disons que les chances sont d'abord et plus importantes du côté de la baisse que de la hausse. Au niveau de la production, je pense que ce graphique-là vous montre vraiment c'est quoi la tendance dans le soya. C'est une production assez stable dans le temps. Donc, peu importe le niveau de superficie et tout, là, on voit que le rendement, les hausses de rendement ont compensé les baisses de superficie lorsqu'elles ont eu lieu. Et on a un niveau de rendement, là, pas de rendement, mais de production là, qui est autour de 4,3 milliards de boissons, là, bon an, mal an. Donc, malgré tout, c'est une production qui est assez stable dans le temps. En termes de trituration, là, c'est un scénario tout à fait différent.
Vous le savez, on l'a répété à plusieurs fois, mais n'empêche que je pense que c'est important, n'empêche de le rappeler. Euh, la, la demande pour la trituration est en forte augmentation depuis les dernières années et on voit vraiment là, que ça connaît des sommets là, qui vont s'élever d'année en année. Pour l'instant, on ne voit pas de fin là, pour la hausse de la trituration du soya. Pour l'instant. C'est pas comme dans le cas de l'éthanol pour le maïs, là où on semble avoir un certain plafonnement ou du moins une hausse assez modérée. Dans le cas du soya, là, la hausse est quand même assez appréciable. Par contre, ça se fait aux dépens des exportations en partie. Pourquoi je dis en partie? Parce que d'une part, bon, on voit là, les exportations baissent justement à cause de cette augmentation de la trituration, mais c'est aussi dû au fait que le Brésil prend d'énormes parts de marché à l'international pour ce qui est des exportations là, de soya. Donc, ça se fait au détriment des exportations américaines également. Et que lorsqu'on regarde au niveau des stocks, un peu le même portrait que, au niveau de la production, ça reste quand même relativement stable, quoique pour 2021, 2022 et 2022, 2023, on était à des niveaux assez serrés, là. Donc, autour, légèrement au-dessus du 6 là, en termes de ratio des stocks par rapport à la demande. Là, pour 2026, 2027, on se rapproche quand même de ces anciens ratios-là. Donc, ça va devenir des stocks qui sont assez serrés, d'où la hausse du prix moyen qui est attendu pour 2026-2027. Donc, le prix moyen est établi à 11,40 US le boisseau. Vous voyez que les contrats de novembre, soit le contrat pour la nouvelle récolte, étaient franchement nettement en dessous, mais depuis les 3 derniers mois, on voit là, que la courbe est à la hausse et donc l'USDA s'attend à ce que ça soit la nouvelle norme au niveau des prix. Lorsqu'on regarde le portrait des prix moyens des 10 dernières années, c'est un portrait qui se ressemble beaucoup à celui du maïs, c'est-à-dire que avant la période de la pandémie, on avait un certain plateau qui tournait autour du 9 US le boisseau pour un prix moyen aux États-Unis. Par la suite, il y a eu une augmentation des prix, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le cas du maïs, on parlait qu'il y avait des achats massifs de la part de la Chine et qu'il y avait eu la guerre commerciale, pas la guerre commerciale, mais la guerre en Ukraine. Cette fois-ci, pour le soya, c'est vraiment les achats chinois qui ont fait foi de tout. Il faut savoir qu'il faut se replacer dans le contexte de ces années-là. On est dans des années où il y avait une peste porcine africaine, le troupeau était décimé en Chine et ils se sont reconstruits tranquillement. Et ce qui a fait en sorte que ils ont augmenté leurs importations, créant ainsi là, une forte demande avec des prix là, généreusement élevés. Là, on se rappelle des 14 US le boisseau là, pour le contrat du soya. Par la suite, bon, un retour à la normale lorsque bon, les marchés se sont un peu tranquillisés et qu'on est revenu à une période un petit peu plus normale. Quoique la normale, on la connaît de moins en moins. Mais n'empêche que vous voyez, là, euh, la hausse de la trituration aux États-Unis crée quand même une bonne demande et ce qui vient soutenir les prix moyens, là, soit à la bourse ou soit là, à la ferme pour les producteurs de grains. En termes de ratio prix soya sur le maïs, vous voyez, on a mis une barre à 2,4. C'est environ le ratio du prix du soya sur celui du maïs qui donne une tendance. Donc, dès qu'on est en dessous du 2,4, excusez-moi, j'ai une petite toux. Donc, dès qu'on est en dessous du 2,4, normalement, ça indique que les prix sont plus favorables pour le maïs et donc les producteurs devraient semer davantage de maïs. Dans le cas dès que c'est au-dessus du 2,4, ça devrait favoriser notamment davantage de soya. Donc là, vous voyez, on est à 2,6. Normalement, ça devrait favoriser des ensemencements de soya, quoique, comme on l'a dit, là, les marchés s'attendaient à des hausses beaucoup plus significatives pour le soya et des baisses plus significatives pour le maïs. D'ailleurs, pour venir avec les superficies, il faut noter que l'enquête qui a eu lieu aux États-Unis a été durant les 2 premières semaines de mars. Pourquoi on dit ça? Normalement, on n'en parle pas beaucoup, mais la raison pour laquelle je le mentionne, c'est l'invasion en Iran s'est faite à la fin février. Donc, le début des enquêtes n'a pas eu le temps de refléter vraiment l'impact ou du moins les changements éventuels de superficie de maïs en soya. Donc, peut-être qu'en ce moment, on a des superficies qui sont surestimées pour le maïs et sous-estimées pour le soya parce qu'il y aura peut-être un changement de superficie, mais
n'empêche que ça se discute un peu partout sur la planète. On le dit autant au Canada qu'au Québec. Ça se peut qu'il y ait une substitution parce que les enquêtes qui ont lieu jusqu'à présent ne permettaient pas de refléter ce conflit-là, mais on va le voir un peu plus tard, là, en la fin juin. On va voir les chiffres réels, là, à savoir est-ce qu'il y a eu réellement une substitution du maïs au soya. On va le voir plus tard. Et pour ce qui est des contrats à terme pour décembre 2026, vous avez le contrat de Chicago qui est le blé de force roux d'automne. Et vous avez celui de Minneapolis qui est le blé roux de printemps aux États-Unis. Durant la dernière année, il faut dire que la production de blé mondiale a été excellente un peu partout sur la planète et c'est ce qui explique l'écart assez faible entre les deux prix. Par contre, à partir de décembre, vous voyez, il y a un spread qui s'est fait entre les deux. On voit que le prix de Minneapolis a un avantage par rapport à celui de Chicago, ce qui permet de donner une prime pour du blé d'alimentation humaine. Donc, c'est pas que nécessairement qu'il y a une plus-value, c'est juste qu'on revient à un écart de prix qui est plus intéressant pour Minneapolis par rapport à Chicago. Il faut savoir aussi que durant le mois de janvier jusqu'à présentement, les endroits de blé aux États-Unis sont extrêmement sèches, ce qui favorise davantage dans le fond, ce qui réduit la production de blé avec une bonne force de protéines. Donc, les blés de bonne protéine ont une, disons, une offre plus réduite et donc le système d'offre et demande fait en sorte que le prix devrait augmenter. À toi, Ramzi. Oui, alors on va passer donc au marché international. Et évidemment, on va parler de géopolitique. C'est devenu le sujet à la mode. Commençons par les tarifs douaniers États-Unis-Chine. Vous vous rappellerez qu'au cours de l'été passé, la Chine n'avait toujours pas acheté du soya américain du jamais vu. Une situation vraiment incroyable. Et donc, les Chinois s'approvisionnaient principalement au Brésil pour environ trois quarts de leurs besoins. Et ils ont même été voir l'Argentine pour l'importation de tourteaux de soya. Et aussi, ils ont acheté plus de fèves en Argentine. Et ça, c'est inhabituel parce que l'Argentine exporte d'abord et surtout le tourteau à cause des taxes sur les exportations et relativement peu de soya. Mais il y a eu une demande chinoise tellement forte que le soya argentin a été exporté plus qu'à l'habitude. Bon, si vous vous rappelez, en novembre passé, les deux présidents chinois-américains s'étaient rencontrés à un moment donné. J'essaie de me rappeler où, c'était en Fin Asie. octobre. Ouais, je me rappelle plus exactement où. Et puis, il y a eu une reprise des achats chinois, mais cette reprise a été, je vous dirais, un petit peu euh, branlante, on va dire le mot comme ça. Pourquoi? Parce que le soya américain est toujours non compétitif pour le secteur privé chinois. C'est qu'il y a un tarif d'importation en Chine de 13% pour le soya américain, comparativement à 3% pour le soya brésilien. Et donc, le résultat, c'est que les achats chinois de soya américain ces derniers mois ont été faits principalement par deux entreprises d'État, Sinograin et Cofco, qui ont acheté la fève, et non pas par les triturateurs privés. Et finalement, au moment où on se parle, il y a un sommet à Beijing entre M. Trump et M. Xi. D'ailleurs, la bourse aujourd'hui a très mal réagi. On a eu une forte baisse à Chicago parce qu'il n'y a eu aucune nouvelle annoncée, rien, aucun élément par rapport au soya, ce qui a pas mal déçu la bourse de Chicago. Suivante, s'il te plaît. Alors maintenant, passons à l'autre géopolitique entre le Canada et la Chine. Bon, c'est pas écrit ici sur la diapo, mais vous vous rappellerez que dans les derniers mois de son mandat, Justin Trudeau avait mis un tarif très élevé sur les importations de véhicules électriques chinois. À ce moment, tout le monde a pensé que la Chine allait riposter immédiatement sur le canola. En fait, les Chinois ont pris tout leur temps et ils ont attendu à peu près 6 mois jusqu'au mois de mars 2025 pour mettre des tarifs de 100% sur l'huile et le tourteau de canola. Et pour la graine, ils ont attendu encore plus longtemps, jusqu'au mois d'août, pour mettre un tarif de 75,8%.
Si les Chinois ont attendu aussi longtemps pour réagir, c'est pas pour nous faire plaisir, non, c'est tout simplement qu'ils avaient besoin de canola. Ils en ont réellement besoin, surtout pour l'industrie de la pisciculture en Chine. Et que, bon, l'Australie n'en avait pas assez pour eux et donc ils ont dû un petit peu patienter avant de riposter. Cela dit, quand ils ont riposté, c'était un gros problème pour nous autres, pour le Canada, parce que les deux plus grands consommateurs sont la Chine pour la graine et le tourteau de canola, et les États-Unis pour la graine et l'huile de canola. Or, évidemment, avec les États-Unis, on a aussi d'autres problèmes commerciaux. Maintenant, si vous demandez pourquoi on exporte tellement d'huile de canola aux États-Unis, ça revient à ce que disait tantôt Étienne pour la trituration du soya. C'est tout simplement le mandat du biodiesel en Californie. C'est vraiment la Californie qui est le moteur, qui est la demande pour le biodiesel et une demande énorme. Et puis, au niveau politique, il y a eu une évolution entre le Canada et la Chine en janvier, alors que M. Carney visitait Beijing. Et soit dit en passant, pure coïncidence, Étienne et moi, on se trouvait exactement au même moment, au même endroit, parce qu'on est arrivé 24 heures avant M. Carney à Beijing avec une mission de Soy Canada. Toujours est-il que, surprise, parce qu'honnêtement, même l'ambassade à Beijing ne s'y attendait pas, il y a eu un accord qui a été conclu. Et donc, M. Carney a accepté d'autoriser un certain nombre de véhicules chinois électriques, je pense 49 000 ou 50 000. Le résultat est qu'au 1er mars, le tarif moyen sur le canola a été abaissé à 15 celui du tourteau à 0 et donc les achats chinois de canola ont repris. D'ailleurs, on vient de le voir aujourd'hui, la Commission canadienne des grains a publié les statistiques pour le mois de mars et il y a un très gros programme d'exportation de canola vers la Chine. En fait, il y a pas mal de rattrapage qui va être fait. Suivante, s'il te plaît. Maintenant, parlons de l'autre guerre, celle en Iran. Elle a débuté le 28 février 2026. Là, je vais ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la guerre en Ukraine avait débuté le 24 février 2022. Il faut croire que la fin février est très propice aux guerres. On va espérer que les autres années seront plus calmes. Depuis le 8 avril, un cessez-le-feu est plus ou moins en vigueur. Je dis bien plus ou moins parce que la situation est un petit peu nébuleuse. Mais, contrairement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux très grands exportateurs de grains, qui avaient débuté donc il y a 4 ans, ce conflit au Moyen-Orient n'affecte pas le marché mondial des grains. Par contre, il affecte les carburants et les engrais. Pourquoi? Parce que, bon, comme vous le voyez sur la diapo, 20% de tout le gaz naturel et le pétrole mondial passent par ce fameux détroit d'Ormuz qui délimite, si vous voulez, les eaux territoriales entre les pays du Golfe et l'Iran, et 33% des engrais mondiaux. Donc, c'est sûr que depuis que cette guerre a éclaté, en fait, pas tant la guerre, mais depuis que le détroit d'Ormuz est fermé et que les navires ne passent plus, il y a eu une très forte hausse du prix du diesel et des engrais azotés. Est-ce que ça a un impact sur les semis? Comme l'a dit Étienne, on ne sait pas trop. Toutes les enquêtes d'ensemencement ont été faites soit avant, soit au tout début du conflit. Il y a beaucoup de questionnements, peu de réponses au moment où on se parle. Mon impression personnelle, et là je vous donne juste mon impression, c'est qu'en bout de ligne, ça n'aura peut-être pas tant d'effet que ça, pour deux raisons. D'abord, un certain nombre de producteurs avaient fermé leurs engrais avant cette hausse des prix. Et deuxièmement, on dirait, quoi qu'il arrive, en bout de ligne, les producteurs agricoles respectent tout simplement leur rotation. Suivante, s'il te plaît. Alors, passons maintenant à la Chine, le géant dans le marché mondial des grains. Ici, vous pouvez voir les importations chinoises de maïs et de blé. On va commencer par le maïs. 2021-2022 est la première année où la Chine s'est mise à importer du maïs comme des fous. Ils sont passés d'achat moyen 4-5 millions de tonnes à plus de 20 millions de tonnes.
un petit peu baissé en 22-23, mais même 2023-2024, ça a repris. Deux raisons principales à ça. La reconstitution du cheptel porcin en Chine, vu que la peste porcine africaine était sous contrôle. Et l'autre facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est un facteur géopolitique, la COVID. Comme vous vous en souvenez, cette fameuse COVID, qui d'ailleurs nous était venue de Chine, provoquait beaucoup de réactions politiques dans un régime qu'on va dire assez autoritaire comme la Chine. Le gouvernement veut toujours s'assurer d'avoir des stocks de grains très généreux en inventaire. Vous pouvez voir depuis 2024-2025, la situation est revenue à la normale. Le blé, soit dit en passant, vous pouvez voir, même le blé avait augmenté durant la COVID avec des importations qui avaient atteint jusqu'à 13 millions de tonnes. Depuis, on est revenu autour des 6 millions de tonnes et c'est ce que l'USDA prévoit pour l'année prochaine. Suivante, s'il te plaît. Pour le soya, comme on le sait tous, la Chine est le plus grand importateur mondial. Il représente plus de 60% de la demande mondiale de soya. 2021-2022, les importations étaient encore très limitées parce que le cheptel commençait à se reconstituer en Chine. Mais par la suite, évidemment, les ports étaient là, la demande a rebondi et donc on a atteint des nouveaux records d'importation de soya. 114 millions de tonnes est prévu pour 2026-2027. Cela dit, et je serai très prudent dans mon commentaire parce que ça fait des années qu'on pense que la Chine a peut-être plafonné, ça se pourrait que réellement cette fois-ci, les importations chinoises de soya commencent à plafonner, on va dire dans une fourchette de 110 à 115 millions de tonnes. Je le dis sous toute réserve et on verra dans les prochaines années si j'ai tort ou pas. À toi, Étienne. Merci, Ramzi. Donc, on va parler des récoltes en Amérique du Sud. Donc, vous voyez ici l'évolution de la production de maïs et de soya au Brésil. Il faut savoir que dans le terme de soya, les superficies ne cessent d'augmenter. Donc, à peine en 2021-2022, on franchissait le 125 millions de tonnes. Et là, présentement, pour la récolte qui a eu lieu dernièrement, on est au-dessus là, on est à 180 millions de tonnes pour le soya. Et pour 2026-2027, donc, on parle d'une récolte qui n'est pas encore semée. On prévoit une hausse à 186 millions de tonnes. Pour ce qui est du maïs, on voit une hausse quand même un petit peu plus, pas calme, mais un petit peu plus, comment dire, lente en termes de croissance. Donc, on prévoit une production à 135 millions de tonnes. Cette prévision peut être changeante parce que la récolte n'a pas lieu présentement, mais en ce moment, on peut dire là, qu'elle est pas mal assurée. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas avoir une mauvaise récolte de maïs au Brésil, là, du moins, là, on touche du bois. Et donc, ça nous fait en sorte là, qu'on a une très bonne production là, de ces deux grains-là cumulés. Et pour 2026-2027, on prévoit une lente croissance à 139 millions de tonnes, ce qui serait un record de production historique pour le Brésil. En termes de la production en Argentine, en règle générale, c'est une production qui est relativement stable. Je le dis, je le répète, là, lorsqu'on est autour du 50 millions de tonnes pour la production de maïs ou de soya, on est pas mal dedans. À quelques années près, vous remarquerez 2022-2023, une forte baisse qui était due à une sécheresse qui était importante et assez anormale pour l'Argentine. Et inversement, on a une très bonne production en ce moment de maïs en Argentine. On prévoit une production à 59 millions de tonnes. Il y a des consultants privés qui sont légèrement au-dessus, là, mais autour de 60 millions de tonnes, on est pas mal dedans, là. Donc, en ce moment, les conditions climatiques ont été exceptionnelles pour l'Argentine, ce qui nous permet là, d'avoir de très bons rendements et on avait aussi une bonne superficie. Et donc, pour 2026-2027, on revient plutôt à des chiffres un petit peu plus normaux, là, quoique 55 millions de tonnes pour le maïs, ça demeure quand même assez intéressant. En termes d'exportation de maïs à travers le monde, évidemment, les États-Unis qui ont déjà perdu leur la couronne de la première exportatrice de maïs dans le monde à une seule reprise au profit du Brésil, mais là, ils l'ont, mais de par beaucoup, à 80 millions de tonnes pour 2026-2027, et ce qui est en légère diminution par rapport à l'année
qui est présente là, où vraiment le marché américain domine. Par contre, je vous amènerais à regarder les pays de l'Amérique du Sud. Le Brésil qui est à 44 millions de tonnes pour 2026-2027 et l'Argentine est à 38 millions de tonnes aussi pour cette même année-là. Et si on additionne les deux, on arrive à peu près autour là, du chiffre américain. Donc, essentiellement, c'est les États-Unis contre les deux pays de l'Amérique du Sud pour ce qui est des parts de marché à l'international. Et l'Ukraine qui, malgré tout, malgré 4 ans de guerre, permet d'avoir de relativement bonnes exportations de maïs, malgré là, le conflit armé qui a lieu présentement. En termes d'exportation de soya, ben, je pense que le graphique parle de lui-même. On voit vraiment la dominance en termes là, des exportations pour le Brésil aux dépens des États-Unis. Non seulement ils exportent 2 fois plus que les États-Unis, mais ils sont vraiment très, très proches d'être 3 fois supérieurs aux exportations américaines pour 2026-2027. Pour ce qui est du réal brésilien, c'est sûr que ça a un impact quand même assez modéré, mais malgré tout, ça vient soutenir les prix américains. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme nous. Plus la devise est faible, plus ils sont compétitifs à l'international et inversement, plus que la monnaie s'apprécie, plus ils sont moins compétitifs à l'international. Et on voit une certaine hausse de la devise brésilienne, quoique, il faut quand même se le rappeler, ça reste quand même relativement modéré, mais n'empêche, ça vient jouer sur leur profit. Alors maintenant, un petit portrait du blé et puis on va passer à la production. On vous a mis ici les 7 principaux exportateurs de blé dans le monde. Je vais commencer évidemment au milieu par les États-Unis. Et ici, évidemment, à cause de l'échelle, ce n'est pas dramatique. Mais le rapport du USDA a quand même choqué les marchés vu la baisse de production anticipée aux États-Unis. En fait, les Américains pensent perdre 11 millions et demi de tonnes de production cette année à cause une superficie plus basse et un mauvais rendement. Donc, à l'échelle du monde, on peut voir que c'est quand même assez frappant. Cela dit, pour l'année en cours, 2025-2026, donc les colonnes au milieu, il faut dire que ça a été une année de très bonne production de blé partout, dans tous les exportateurs. Et si vous regardez à gauche pour l'Argentine, l'Argentine, qui est habituellement un producteur modéré de blé, a eu même une récolte record. Idem pour le Canada, on avait produit 40 millions de tonnes. Le résultat est que pour 2026-2027, les premières prévisions du USDA, et c'est un petit peu normal, c'est un retour, on va dire entre guillemets, à la normale. Le hic, c'est qu'ils ont baissé les productions dans les 7 pays. Bon, l'Argentine, c'est tout à fait d'accord, mais Australie, Canada, bon, États-Unis, on connaît la nouvelle, Russie, Union européenne, etc. Maintenant, il faut être quand même un peu prudent, ce portrait qui est assez haussier, parce que je vous dirais d'abord, comme l'Union européenne ou la Russie et l'Ukraine, c'est principalement du blé d'automne. Et puis au moment où on se parle, les 3, 4 prochaines semaines seront quand même assez déterminantes. Et la condition du blé, par exemple, en Europe est quand même bonne. Donc, si on regarde le 136 millions de tonnes pour l'Union européenne, je ne serais pas très surpris si ce chiffre augmente dans les prochaines semaines. Toujours est-il, voici le portrait qui se dessine. Maintenant, si on passe aux exportations, vous allez voir, commençons par les États-Unis. Les exportations baissent d'environ presque 25 millions de tonnes à 21 millions de tonnes. C'est quand même assez radical. Et puis, on va maintenant aller de gauche à droite. Les exportations de blé en Argentine retombent, ce qui est quand même normal. Ce serait très surprenant que les Argentins aient 2 années records d'affilée. Par contre, là où je suis un peu plus, je dirais, prudent, peut-être pas tout à fait sceptique, c'est l'Australie et le Canada au monde des baisses d'exportation. La Russie, par contre, elle augmente, même si ses exportations, même si sa production est prévue baisser un peu. La raison, tout simplement, est que l'économie russe est littéralement au bout du rouleau
Et M. Poutine a tout simplement deux produits à exporter et uniquement deux, le pétrole et le blé. Alors, il ne peut pas faire autrement. Et puis, on a l'Ukraine à 13 millions de tonnes et l'Union européenne qui augmente très légèrement quand même ses exportations. À toi, Étienne. Bon, on va parler maintenant du marché local, donc le marché au Québec. En termes de superficie ensemencée au Canada, ce qui est vraiment à mettre l'accent sur ce qui se passe en termes de changement, c'est vraiment une baisse au niveau des superficies de blé, mais quand même relativement modeste. Là, on parle d'environ 1% de baisse pour ce qui est des superficies de blé qui vont se faire au profit du canola. Donc, on voit vraiment une simple, ça demeure quand même relativement stable en termes de superficie au Canada. Lorsqu'on regarde l'Ontario, ce qui est à noter, mais c'est vraiment la hausse des superficies de maïs qui vont être quand même assez impressionnantes. Une hausse assez modérée, même dire quasi à ces niveaux-là, ça reste relativement faible, et une baisse des superficies de blé à cause des conditions climatiques qu'il y a eu lieu à l'automne. Évidemment, la hausse des superficies de maïs se fait au détriment de quoi? Bon, au détriment des petites céréales qu'on pense à l'avoine, à l'orge. Bon, le canola, c'est pas une céréale, là, mais fait partie quand même là, des grains, je vous dirais, là, un peu moins importants lorsqu'on compare là, aux trois principaux. Et le seigle également, qui demeure quand même à un niveau relativement stable. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle on parle du seigle cette fois-ci, parce que normalement on parle du maïs, du soya, de l'avoine, de l'orge et du canola seulement, la raison principale, c'est que maintenant les superficies de seigle deviennent importantes au Québec et elles dépassent même celles de l'orge pour la première fois dans l'histoire. Donc, on voit ce qui est à noter au Québec, bon, ben, une légère baisse des superficies de maïs, ce qui est étonnant étant donné les prix élevés qu'on a présentement et une légère baisse également des superficies de soya. Cela se fait au profit du blé qui augmente ses superficies. Il faut savoir qu'en bonne partie, c'est dû au blé d'automne parce qu'on a des superficies records historiques là, en termes là, de blé d'automne cette année. Même chose pour le seigle. Le seigle d'automne est à des niveaux historiquement les plus élevés. On voit une certaine correction à la hausse pour l'avoine, mais ça demeure quand même assez faible par rapport aux bonnes années. Et donc, on est encore à des niveaux, là, je vous dirais, quand même assez faibles, mais au moins, la correction à la baisse, elle est terminée pour l'avoine. Là. C'est plutôt une situation stable. Pour ce qui est de l'orge, malheureusement, là, on est dans les niveaux là, creux historiques. Là, on est les plus faibles. C'est les plus faibles superficies depuis 1977, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour cette céréale-là, surtout que plusieurs meuneries ne veulent juste plus l'inclure dans leur recette parce que ça devient trop compliqué, trop risqué de développer une recette pour une céréale qui est aussi rare au Québec. Et pour ce qui est du canola, on prévoit une certaine baisse, alors que ben, les contrats à terme sont quand même assez généreux. Donc, il faudra voir vraiment les superficies en juin pour voir là, si vraiment ça va être ces niveaux-là qui vont être ensemencés au Québec. Pour ce qui est de l'offre et la demande du maïs, on le fait ce matin, moi et Ramsey, pour 2026-2027. Donc, on a fait certaines corrections pour 2025-2026, mais essentiellement, c'est celles c'est les changements que nous avons apportés là, à la fin du mois d'avril. Donc, on prévoit des stocks excessivement serrés pour la fin de l'année récolte. Je pense pas qu'il y ait personne qui tombe en bas de sa chaise en se disant que les stocks vont être serrés au Québec, là. Du maïs, il en manque. Il va falloir en importer. D'ailleurs, là, à ce niveau-là, on voit que les importations ne sont pas au rendez-vous jusqu'à présent, là. Donc, à moins que ce soit des importations de l'Ontario, ce qu'on ne voit pas là, au niveau des statistiques nationales. euh, on ne voit pas un volume massif là, de maïs américain qui vient sur notre marché pour l'instant, du moins selon les statistiques. Pour 2026-2027, on met les superficies que Statistique Canada a estimées en début mars. On met un rendement moyen, donc le rendement des 5 dernières années, ce qui donne 9 tonnes, 9,6 tonnes à l'hectare, avec des stocks qui sont très serrés, une production qui est, je dirais, assez faible malgré tout. Là, normalement, la production au Québec se situe entre 3,3 et 3,4 millions de tonnes. Là, on est à 3,2. Ça demeure quand même assez euh, insuffisant, d'où pourquoi les importations demeurent élevées, mais moins que pour cette année, avec une consommation qui devrait rester stable à moins d'une une contre-indication.
les exportations qui devraient se maintenir au plus faible niveau, soit celles de cette année. Donc, ce qui nous donnerait une légère hausse des stocks de report, mais à ces niveaux, dès qu'on est autour du 300 000, on demeure à des niveaux très serrés. Donc, des jours d'utilisation là, de 36 par rapport à 30 pour 2025-2026. Donc, serré, mais moins que cette année. Donc, ça va se faire ressentir sur les bases. Au niveau du taux de change, je vous dirais relativement stable. Il faut savoir que la raison pour laquelle notre taux de change varie beaucoup, ou du moins il varie dans un sens et dans l'autre, c'est vraiment, excusez-moi, excusez-moi, j'ai vraiment un problème de gorge, là. Quand on a des jeunes enfants à la maison, il ne faut pas s'étonner d'être malade. Donc, c'est mon cas. Euh, tout ça pour dire que la variation du dollar est vraiment due au fait à la variation de la devise américaine. Et comme on le sait, en ce moment, la devise américaine, elle fluctue beaucoup. L'une des raisons, c'est, bon, en temps de guerre, la devise américaine tend à s'apprécier parce que c'est une valeur refuge. Mais en même temps, les investisseurs commencent à de plus en plus douter de la crédibilité du dollar américain comme devise refuge, de par le manque, ou du moins ce qui est anticipé d'un manque de séparation entre l'État et la Banque fédérale là, américaine. Donc, tout ça là, reste à voir, mais n'empêche que on voit déjà là, certains soubresauts qui est dû en grande partie à une perte de crédibilité de la devise américaine là, pour les investisseurs. Pour notre prix, ici au Québec, on voit quand même un des prix qui demeurent assez intéressants pour la période récolte, avec des bases qui, je vous rappelle, qui sont élevées. Je comprends que ce n'est pas les bases que vous pouvez avoir présentement pour du maïs spot, mais pour une livraison récolte, avoir des bases qui fluctuent entre 40 et 30 cents, ça demeure très bon. Par contre, comme on l'a montré précédemment, les stocks devraient rester relativement serrés. Ce que ça veut dire, autrement dit, c'est probablement que la base, si notre production se maintient à ce niveau-là, probablement qu'il va y avoir des hausses de base plus importantes à venir. Par contre, il ne faudra pas s'attendre à ce que ça soit au niveau actuel. Entre le 70 et 80 cents, là, l'US Le Boisseau, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ça pour 2026-2027, à moins d'une guerre géopolitique dans le monde qui viendrait vraiment rebrasser les cartes, mais à ce niveau-là, on n'est pas devin, on ne peut pas prévoir ce genre d'événement-là. Donc, je vous dirais, là, une base entre 40, même peut-être 50 cents, mais honnêtement, je pense que je me garderai une certaine réserve. Vraiment, à 40 cents, je crois qu'on a des niveaux de base qui peuvent être très intéressants. Je ne pense pas qu'on aille en terrain négatif ou légèrement en dessous, surtout présentement avec toutes les certitudes sur les superficies ensemencées. Je vais faire plus rapide, sinon je vais perdre la voix. Étienne, je peux prendre le relais si tu veux. Non, je vais finir, il en reste plus beaucoup. Mais merci, Ramzi. Pour ce qui est du prix du soya, vraiment une hausse assez impressionnante au cours des derniers mois. Et honnêtement, avec le prix estimé aux États-Unis à 11,40 $ je pense qu'on peut s'attendre à des marchés quand même assez haussiers. Pour ce qui est de la base, on est à des niveaux tout à fait standards. Je vous dirais entre moins 45 et moins 65 cents US le boisseau pour le soya dans les 2 dernières années. C'était les valeurs refuge et on se situe à ces niveaux-là. Donc, pas de changement au niveau de la base locale à venir. Pour ce qui est des prix des céréales, honnêtement, quand même assez stable, là. Lorsqu'on part du haut, ça, c'est les ventes les plus anciennes, et qu'on va vers le bas, les plus récentes, on voit que les céréales demeurent relativement stables. Oui, le prix de l'orge peut sembler quand même assez haussier, mais avec le volume qui reste au Québec, je vous dirais, là, les variations euh, restent quand même questionnables. Pour ce qui est du blé fourragé, bon, des hausses de 20 $, c'est pas impressionnant en tant que tel, mais n'empêche, ça reste quand même à des valeurs assez intéressantes. Pour ce qui est de l'avoine, on voit qu'il y a une correction plus significative, puis qui peut s'expliquer aussi là, pourquoi là, il y a un petit peu plus d'ensemencement. Puis pour ce qui est du canola, euh, des hausses quand même plus appréciables, malgré là, le fait qu'on est à 677 pour le dernier prix, ce qui demeure quand même un très bon prix là, présentement. Bon, il est temps que je prenne le relais avec Étienne qui s'étouffe et qui s'étrangle, alors on va passer à la conclusion.
D'abord, regardez ici le Drought Monitor, donc la carte de sécheresse aux États-Unis qui est mise à jour à chaque semaine, le jeudi. Donc celle que vous voyez la dernière. Deux choses qui ressortent. D'abord, au milieu à droite, tout ce qui est blanc, donc en bonne condition, c'est le cœur du Corn Belt. On va dire donc que les zones principales clés du maïs sont définitivement en très bonne condition. Par contre, quand vous regardez la ceinture en bas qui est pas mal rougeâtre, sèche, parfois très sèche, c'est la région principalement du blé de force d'automne, le Hard Red Winter. Et ça explique pourquoi le marché ces dernières semaines était très nerveux pour le blé. Et d'ailleurs, la condition hebdomadaire du blé d'automne était très basse. Je crois que le dernier chiffre était juste 28% en bonne ou excellente condition. Suivante, s'il te plaît. Cela dit, regardez par contre les prévisions. À gauche, vous avez les prévisions des précipitations pour les 7 prochains jours. Beaucoup de pluie. Définitivement dans le Corn Belt, mais aussi dans les plaines du Nord qui s'étaient un peu asséchées, et même dans le Sud. Bon, pas entièrement tout le Sud, mais je vous dirais définitivement une bonne partie du blé serait en meilleures conditions si ces pluies se réalisent. Évidemment, on s'entend, c'est des prévisions. Regardez aussi à droite le 18, 8 to 14 day precipitation outlook. Les prévisions de pluie pour donc à plus long terme 8 à 14 jours. Écoutez, les prévisions sont très favorables. Et donc, les régions plus au sud et centrales qui étaient sèches devraient recevoir des pluies au-dessus de la normale. En fait, la grande majorité du Midwest devrait recevoir des précipitations au-dessus des normales, ce qui est quand même un très bon scénario. Il faut aussi rappeler une chose, contrairement probablement au Québec, où les semis ont démarré au ralenti, les semis ont démarré très vite aux États-Unis, même que les semis du soya ont progressé à un rythme record. Suivante, s'il te plaît. Alors, les prévisions de prix du SDA, on vous a déjà montré celles du maïs, du soya. Pour le blé, c'est 6,50 $ pour 2026-2027. Ça, c'est tout blé confondu. On vous a mis ici un certain nombre d'années pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis, j'ai mis au-dessus les éléments géopolitiques. COVID, guerre Ukraine, guerre d'Iran. Et honnêtement, moi, ce qui me frappe pour 2026-2027, je l'ai dit tantôt, pour le maïs, à 4,40 $ j'ai l'impression que le USDA a été un petit peu trop conservateur. Bon, évidemment, il faudra voir finalement les superficies qui vont être réellement semées en maïs et le rendement, mais j'ai l'impression qu'à 4,40, c'est un petit peu bas. Soya, 11,40 $ on l'a vu avec le contrat à terme de novembre, c'est justifié. Et finalement, pour les blés à 6,50 $ écoutez, c'était principalement basé sur la baisse de production assez brutale aux États-Unis. Maintenant, évidemment, les modèles météo ont changé. Il n'est pas trop tard. Si vraiment ils reçoivent toutes ces pluies au cours des 10 prochains jours, on verra très probablement la condition du blé d'automne remonter. Ça ne remontera pas à 60% en bonne ou excellente condition, non, mais ça pourrait très bien remonter à 40 ou 45%. Donc, c'est à suivre. Et réellement, pour le blé, ça va se jouer dans le Midwest dans les 2 prochaines semaines. Suivante, s'il te plaît. Alors, revoyons un peu les facteurs clés, puis on en a beaucoup parlé. D'abord, ben, la météo. On est évidemment dans un marché météo, ou comme on dit à Chicago, un weather market. Et cette météo des prochaines semaines aura un impact définitivement crucial sur le Midwest, sur le Québec. Et je pourrais ajouter même les prochaines semaines, mettons en Russie, Ukraine, Europe pour le blé d'automne. Par ailleurs, les récoltes en Amérique du Sud. Bon, le maïs au Brésil, le rendement est pas mal fait au moment où on se parle. La question demeure à quel niveau. Le centre-nord du Brésil s'est asséché, mais à quel point est-ce que ça va affecter le rendement de la deuxième récolte de maïs safrina? C'est pas très clair.
On a mis aussi l'Argentine parce que c'est quand même une surprise. Comme Étienne l'a dit, habituellement, la superficie est relativement stable dans ce pays, mais cette année, ils ont semé plus de maïs que d'habitude et ils ont eu d'excellentes pluies. Et donc, il faudra voir à quel niveau la récolte finira. Alors, bon, j'ai parlé des blés d'automne. La situation déficitaire du maïs, c'est sûr que vous pourriez me dire, ouais, mais ça, c'est 2025, 2026, c'est pas 2026, 2027. Oui et non, parce que comme Étienne l'a bien montré dans l'offre et la demande, on va finir l'année vraiment avec des stocks très bas et ça va nous impacter l'année prochaine, surtout si on a une production assez moyenne, même en dessous de la moyenne, avec 3,2 millions de tonnes. En fait, ce sera vraiment insuffisant. Le premier facteur à suivre, ça va être évidemment les superficies réellement ensemencées. On aura les chiffres à la fin juin. La géopolitique, on a parlé, États-Unis, Chine, Canada. Évidemment, il faudrait rajouter même l'Iran pour ce qui est des intrants. On va voir. Personne n'a de boule de cristal. En fait, il y a probablement juste 3 ou 4 personnes au monde qui savent ce qui se passe et ce qui se passera. Je ne suis pas l'une de ces 4. Alors, on va toujours les suivre. Et on a finalement mis aussi le taux de change. Vous me direz, le UR fait pas grand-chose. Il est pas mal flat ces temps-ci. Oui, mais ça peut changer. Et donc, faut toujours, toujours regarder les taux de change. Et on l'a vu tantôt quand même, il y a une certaine appréciation du réal au Brésil qui affecte quand même un petit peu leur compétitivité. Et voilà, voici ce qui termine notre présentation. On est dans les temps, 55 minutes, et puis je laisse le relais à Francine. Ben alors, merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions, comme d'habitude. Vous pouvez soit lever la petite main bleue, raise hand, ou poser une question, ou, déjà, on a déjà 2 questions, ou simplement nous écrire dans le chat et je vais relayer la question à nos conférenciers. Alors, on va commencer avec Francis, je crois qu'il a levé la main en premier, je suis pas certaine. Wow, c'est pas une compétition d'avoir qui lève Non, hein? la main en premier, mais c'est pas grave. Euh, je voudrais entendre parler peut-être plus des stocks de canola, où ce qu'on en est rendu, puis étant donné que le prix de la tarification a diminué à 15%, c'est qu'est-ce qui va être exporté pendant l'été, puis ça va avoir quoi comme impact sur le contrat récolte? Écoute, Francis, autant tout le monde était très pessimiste sur le canola tant qu'on avait les tarifs douaniers chinois, autant, et on le voit, on a la preuve avec les exportations pour le mois de mars du Canada. Non seulement la situation est revenue à la normale, mais il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Et donc, je te dirais, euh, les négociants vont sortir le canola à plein tube, à pleine vitesse dans les prochains mois. Donc, j'ai pas de crainte pour les stocks de report du canola. Maintenant, le contrat à terme du canola est quand même, il se tient bien. Mais il y a aussi l'autre facteur qui joue toujours, faut pas oublier, il y a une corrélation, comme on dit en statistique, entre le soya et le canola, évidemment, parce que c'est le soya qui mène les oléagineux. Bon, tu as vu la prévision du SDA, elle est quand même relativement positive, 11,40 $ en moyenne, donc 1 $ de plus que pour 2025-2026. Maintenant, on pourrait dire, ouais, mais ça dépend des Chinois. C'est vrai, mais jusqu'à un point, parce que, comme on l'a montré dans les diapos, la vérité, c'est que les Américains triturent de plus en plus leur soya et, au fond, en exportent de moins en moins. Bon, c'est progressif, mais la tendance est là. Alors, avec une production, ben, évidemment, on va voir la superficie finale du soya, mais si vraiment la superficie augmente, je dirais modérément, comme on l'a vu dans les intentions, et que finalement la production augmente une couple de centaines de millions de boisseaux, ils n'auront pas de problème à le sortir, même avec M. Xi qui va traîner des pieds, etc. Euh,
le plus drôle, c'est que, bon, tout le monde parle des 25 millions de tonnes que la Chine doit prendre, etc. La réalité, c'est que s'ils ont le moindrement un rendement moyen aux États-Unis, même si les Chinois voudraient acheter le 25 millions de tonnes, les Américains auraient probablement un peu de la misère à le fournir. Donc, tout ça pour dire, honnêtement, le canola, il n'y a rien de négatif au moment où on se parle. On est, grâce à la géopolitique, à l'entente entre M. Carney et M. Xi, je te dirais, on est bien placé. Alors, pour vous autres en région, et puis c'est peut-être ça où je pense l'enquête des intentions peut-être se trompe, parce qu'on monte un chiffre quand même bas pour les superficies. Je pense que vous autres en région, ça demeure quand même une bonne option. Ou en tous les cas, c'est redevenu une bonne option. Il y a eu un 6 mois où on se posait Oh, énormément de questions, mais définitivement, c'est redevenu une bonne option. Je ne sais pas si, Étienne, tu vas rajouter quelque chose là-dessus. Oui, dans le fond, ta réponse a permis de me donner le temps d'aller chercher l'information. Donc là, en ce moment, les données de stock du mois de mars montrent que on est quand même 27% plus élevé qu'en mars 2025. Donc, on a quand même plus de stock. Évidemment, c'est dû au fait là, qu'on n'exportait pas en Chine, là. Au mois de mars, le Canada exportait environ 360 000 tonnes de canola. Et pour tout 2025-2026, on a exporté 700 000 tonnes de canola en Chine. Donc, tu vois que le 360 000, il a pesé beaucoup dans la balance, là. Il n'y avait pratiquement rien qui s'était exporté en Chine, là, à cause justement des tarifs qui étaient dissuasifs. Donc, c'est sûr que dans les prochains mois, on va le suivre quand même de près, là, mais on va s'attendre à ce que le Canada, les exportations canadiennes reprennent le dessus. Et lorsqu'on regarde les exportations globales canadiennes par rapport à l'année passée, là, ça aussi, là, il y a un retard qui est accumulé, mais c'est principalement en raison de la Chine, là. merci de votre réponse. Alors, Joanne, tu as la main levée. Oui. Euh, j'ai quelques questions là. J'ai vu là qu'il y avait 11 millions de tonnes de moins en blé là, que vous avez dit. Est-ce que c'était pour 2026-27 que vous prévoyez ça? Oui, OK, à cause des baisses de superficie. et du On parle rendement, pas de des deux. qualité non plus, là. Ben écoute, qualité, c'est trop tôt, Joanne. Oui, je Ça, sais bien. c'est trop Ça, tôt. c'est notre nerf de guerre. Après ça, tu as dit, Étienne, l'orge, c'est la plus faible superficie, tu dis, depuis 77. Ouais, Est-ce que depuis le... c'est juste orge animale ou c'est orge toute confondue, le mettons, avec le malt puis tout ça? Johan, j'aimerais tellement voir ça, cette donnée-là de l'orge OK. brassicole au Québec, là, mais malheureusement, on ne l'a pas. Parce OK. que je travaille au niveau de la filière microbrassicole, là, puis tu sais, j'essaie de trouver des bonnes nouvelles là, dans le domaine de l'orge, là, mais ça fait à peu près 5 ans là, que je fais jouer le même disque, là, puis je dis, bon, cette année, les superficies d'orge sont les plus faibles qu'il y a jamais eu. Puis du côté microbrassicole, au niveau de la production, ils sont quand même relativement satisfaits, là. Donc, tu sais, j'ose croire que la bonne consommation, du moins, elle pourrait être meilleure, là, mais n'empêche, la bonne consommation d'orge microbrassicole soutient quand même les superficies, là, mais écoute, c'est quand même pas drôle ce qui se passe en ce moment, là. Donc, OK. voilà. Puis le taux de change, tu sais, vous avez parlé un Ouais. peu du taux de change. Est-ce que, selon votre prévision, parce qu'on sait que ça joue beaucoup sa bourse pour voyons, les bases, est-ce que vous pensez que ça va être une tendance plus à la baisse ou à la hausse, selon ce qui se passe avec... je sais que là, c'est quasiment pitcher le huard dans les airs puis de voir si ça va être le canard ou s'il va couler, là, mais... Ben écoute, c'est une excellente question, Joanne. Et parfois, on a des surprises. Je vais te donner la surprise des 3 derniers mois, même pas, des 2 derniers mois. Puis elle est venue dans un pays où on ne l'attendait pas, l'Inde. Leur monnaie, bon, je sais, ça ne nous concerne pas directement, mais c'est un bon exemple. Leur monnaie, depuis 2 mois, littéralement dégringole à vue d'œil. Pourquoi? La guerre au Moyen-Orient, les achats d'or, etc. C'était pas prévu, tu vois. L'Inde, tout le monde nous dit, bon, c'est la nouvelle Chine, si tu veux, au niveau de développement économique.
Puis finalement, ça n'a pas pris grand-chose pour débalancer. Mon opinion personnelle pour le UR, surtout avec M. Carney qui, toute sa carrière, a été un banquier, je te dirais, si on a un premier ministre sensible au taux de change, c'est celui-là. Et tu n'auras pas un premier ministre dans l'histoire du Canada plus compétent pour les taux de change que celui qu'on a. Tout ça pour dire que je suis certain que c'est pas le genre de premier ministre qui va laisser tomber le UR à 67, 68 cents comme on l'a connu. Je pense pas non plus que ce soit dans notre intérêt qu'il remonte trop. Alors, le graphique qu'on a montré, la flèche droite, droite comme on dirait au Québec, pas mal l'impression que on pourrait continuer un bout de temps. Ça fait notre affaire. Et puis avec les discussions de commerciales États-Unis, Chine, États-Unis, Mexique, Canada, c'est peut-être pas nécessairement le bon moment d'avoir trop de fluctuations. Mais bon, écoute, ça. Mais malheureusement, moi, je vais renchérir un peu là-dessus. Tu sais, malheureusement, la valeur de notre monnaie dépend beaucoup de la valeur de la monnaie américaine. Puis ça, tu sais, contrairement au Canada où on a quelqu'un de stable puis quelqu'un qui est compétent au côté économique, de l'autre côté, on a totalement l'inverse, où on a quelqu'un qui ne connaît rien à rien. Et en ce moment, la situation économique aux États-Unis, elle est fortement inquiétante, là. Donc, malheureusement, en ce moment, là, te dire, me faire une prévision puis dire là, c'est là-dessus que je jette, honnêtement, là, je serais très insécuritaire, puis je dirais exactement 72,5 that's it. La valeur bien flat, là, je serais pas haussier, je serais pas baissé, je serais très neutre parce que c'est extrêmement imprévisible de prévoir la monnaie présentement. Je suis vraiment mieux. Je suis content de travailler dans les grains et non de travailler dans les devises en ce moment. Oui. Puis, je peux te faire une autre question? Ça dépend de Sylvain, s'il accepte. Vas-y, Oui. vas-y, Joanne, je plaisante. J'ai une autre question avec le soya, là. J'ai regardé ça, là. Ça a planté en Titi aujourd'hui, là, soya maïs, là, mais le soya encore plus. Mhm. Tu sais, je pensais bien aussi, là, je me suis dit peut-être qu'ils vont faire un contrat, mais tu sais, ils avaient déjà signé 20 millions de tonnes, puis de ce qu'on entend, ils l'ont pas tant emmené en Chine. Mais là, mettons, là, tu sais, comme on a entendu, euh, là, c'est, mettons, le stock, il serait pas mal juste. Puis là, Étienne t'a dit, si, mettons, il signerait, t'es même pas sûr qu'il serait capable de le livrer. Donc, ça veut dire que là, c'est sûr que ce serait avec l'aide du Canada. En tout cas, nous autres, on pourrait en exporter, mettons, mais ça veut dire que même à ça, ça ferait pas tant monter les prix du soya, vu qu'il en manque déjà, qu'il faudrait qu'ils l'achètent ailleurs. Ils vont être battus à un moment donné, à quelque part, ils vont être mal pris, ils vont être prêts à leur propre jeu, là. Fait que même s'ils signent, ça fera pas tant monter, ou non, je sais pas. Écoute, j'ai l'impression, Joanne, on parle énormément de la Chine, mais peut-être la réponse vient plus des États-Unis eux-mêmes. Leur trituration qui augmente d'année en année. Puis je te dirais, ça met, je crois qu'Étienne l'a bien dit, de plus en plus de stabilité parce que cette demande intérieure, c'est pas de la géopolitique, c'est pas le taux de change, c'est des usines de C'est eux. trituration qui fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, cette année, on le voit, les marges de trituration sont excellentes. Bon, c'est vrai, il y a eu aussi la hausse du prix de l'huile de soya, en partie, on va dire peut-être liée avec la hausse du prix du pétrole, mais de toute façon, c'est quand même une demande solide à l'intérieur même des États-Unis. Puis, même aujourd'hui, c'est intéressant. Bon, ça a planté, mais l'USDA avait quand même annoncé des ventes de soya. Ils n'ont pas dit pour qui, destination inconnue. C'était pas énorme de mémoire, 250, 260 000 tonnes. Mais ce serait un peu typique de l'approche de M. Xi, de rien d'officiel, rien de déclaré, mais on fait un clin d'œil en arrière et puis bon, les achats reprennent tranquillement. Mais honnêtement, il voudrait faire un contrat énorme aujourd'hui que ça causerait un sérieux problème aux Américains. D'abord, il Le- y a quoi qui ferait, mis à part une mauvaise récolte, qui pourrait faire augmenter le soya?
parce qu'il n'y a plus tant d'affaires, là, s'il ne conclut pas quelque chose avec la Chine, parce qu'on dirait qu'il n'y a que ça, là, qui peut faire jouer, là, Je te que dirais, l'État. avec les prix qu'on a, je suis pas haussier, je suis pas baissier. Je trouve que les prix se tiennent bien. Bon, qu'est-ce qui les ferait monter? On s'entend, hein? Le soya n'est même pas fini d'être semé aux États-Unis. D'abord, on n'a pas les vraies superficies. La première bonne indication, Étienne l'a dit, c'est fin juin. D'ailleurs, pour nous autres aussi et pour les Américains, parce que bon, les intentions, c'est bien beau publier le 31 mars, mais ça a été fait au début du mois de mars. Donc, il faudra voir d'abord la superficie. Et je te dirais, rendu début juillet, on aura quand même une première idée. Bon, les pluies, la sécheresse, etc., dans le Midwest. Mais quand même, avec la superficie qu'ils utilisent actuellement, c'est moins que ce que le marché pensait. Alors, si on reste à ce niveau de superficie, moi, j'ai rien qui m'inquiéterait énormément. Maintenant, si tu veux une surprise favorable, si on perd 1 ou 2 millions d'acres de soya aux États-Unis, ce serait surprenant, mais possible. Alors là, je te dirais définitivement, on remonte à au-dessus de 12 dollars le boisseau très vite. Très vite. OK, merci. Mais tu sais, pour répondre à ta question, je pense que tu as un peu répondu à l'intérieur de ta question, c'est-à-dire que je pense que la météo peut peut-être faire fluctuer le prix des grains. Donc, il faut vraiment être alerte, je te dirais jusqu'à la mi-juin, de toute fluctuation là, qui est liée aux prévisions météo. Malheureusement, là, pour les 2 prochaines semaines, ça s'annonce vraiment très beau, là, du moins tu sais, en termes de précipitation. Puis normalement, ça nuit au semis, mais les Américains sont fortement en avance par rapport à la normale. Donc, en ce moment, c'est plus vu positivement que négativement sur les marchés, là, mais je comprends un peu ta déception. Là. Il n'y a pas grand-chose là, qui pourrait venir brasser les cartes. Là. Non, j'aurais pensé que ça aurait pu faire monter un peu, mais ça a été vraiment l'inverse. Mm. Alors, Sylvain, tu avais une petite question? Ben, deux, si vous me le Deux. permettez. Un peu, je regarde si on a le temps. Là. Bon, ben là, probablement qu'il va falloir que ça aille te chercher un verre d'eau, toi, là. Parce qu'il ne doit plus Je en suis rester correct. ben, ben gros, là. Mais non, mais merci pour la présentation. Moi, il y a peut-être deux éléments, là. Premièrement, là, je pense que c'est toi, là, Étienne, qui a mentionné la bourse, là, à Minneapolis puis Chicago concernant le blé. Moi, j'aimerais ça que tu me donnes le nom d'un acheteur qui prend la bourse que j'ai nommé Minneapolis, qui est pas mal meilleur que Chicago pour le blé, là. Mais tu peux-tu développer un peu? Parce qu'il y a quelques années, Ouais. puis je pense que tu l'as montré dans ton graphique, c'était quasiment identique, là. Puis moi, en tout cas, dans mon cas, on vérifiait avec les acheteurs, puis ils nous disaient, ben, regarde, on prend une telle Chicago, mais c'est la même chose que Minneapolis. Là, aujourd'hui, si un producteur veut vendre sur la bourse ou des éléments, là, où qui est référé, puis c'est quoi là, les informations qu'on doit là, se préoccuper, là? Ben, tu sais, malheureusement, là, Sylvain, honnêtement, les acheteurs dans le marché de blé d'alimentation humaine au Québec, ça reste un marché assez niché, là. Donc, c'est souvent, on reçoit un spread par rapport au blé fourragé. Puis, honnêtement, le spread va varier en fonction de la bourse. Mais, tu sais, c'est jamais le prix de base qui va être la bourse de Minneapolis plus une base. Ça va tout le temps être le blé fourragé au Québec, mais n'empêche que des fois, ça donne des petits signaux sur le spread qu'on peut attendre entre le fourragé et le blé humain. Mais je suis d'accord avec toi, là, je m'attends pas à ce que du jour au lendemain, on ait les minoteries qui commencent à se hedger à Minneapolis pour le blé d'alimentation humaine au Québec, là. Cela dit, Sylvain, si tu prends les bourses, normalement, Minneapolis a une prime de 1 dollar à 1,50 $ le boisseau par rapport à Chicago. C'est la prime de la protéine. Cela dit, dans la dernière année, et tu l'as vu dans le graphique, et c'était anormal, il n'y avait presque pas de spread. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une très bonne production de blé de printemps aux États-Unis, mais surtout production record au Canada, qui est le principal fournisseur de blé de printemps. Donc, tu avais une abondance de protéines, ce qui fait qu'il y avait plus
littéralement de prime à la protéine. Là, on revient à la normale. En notant, évidemment, quand je dis on revient à la normale, en notant que USDA ait raison et que la production de blé au Canada retombe. OK. Parce que je te dirais, honnêtement, j'en sais rien, mais si l'Ouest canadien a une nouvelle récolte record de blé de printemps, bon, ben, le spread que tu as vu dans le graphique d'Étienne des derniers mois, tu pourras l'oublier à nouveau. Mais habituellement, historiquement, tu as un spread d'au moins 1 dollar le boisseau. C'est la distinction entre un blé à haut pourcentage de protéines, là. Ouais. OK. Et, Ouais. et comme l'a dit Étienne, et c'est malheureux, mais la réalité du marché du blé au Québec, c'est d'abord et surtout un marché de blé animal fourragé. Et OK. comme il dit, bon, ben, on rajoute une prime dépendamment de chaque acheteur de la niche. Euh, c'est On notre part de là. réalité. OK. Puis, deuxièmement, rapidement, là, ou de prendre le temps que ça prend, là, on parle souvent, là, puis vous avez mentionné le ratio là, maïs-soya, là, le 2,4 qui est probablement, là, que si j'ai bien noté actuellement, là, puis après, ben, ça swing sur un bord ou de l'autre, dépendamment de cette variation. Est-ce que le prix des intrants cette année, qui a une grande, en tout cas, ouais, on va dire ça, une certaine hausse, une grande hausse, est-ce que ce prix d'engrais peut faire en sorte que le ratio devrait un peu changer? Ou si c'est pas tenu en compte là, dans justement cette méthode de ratio, là? Ben, écoute, Sylvain, un capitaliste pur et dur te dirait que c'est pris en compte indirectement dans le prix de la bourse, dans le contrat à terme. Et que donc ton contrat à terme du soya à 11 et on va dire 50 ou autre, et ton contrat à terme du maïs à 4,80 ou quel qu'il soit. Mais ça, c'est la théorie. La réalité, je suis pas sûr de la réalité. J'ai l'impression il y a souvent dans des phénomènes économiques un délai, comme ils disent, un lag. Il y a un événement qui se produit, tu as une hausse de prix. La réaction des gens, de l'industrie, ça prend quand même du temps. C'est pas instantané. La bourse, oui, c'est instantané. Tu regardes l'écran, ça monte, ça baisse Mhm. à chaque seconde. La réalité, quand on parle d'intrants, de prix, ça prend, l'effet est progressif, à tel point qu'il y a des gens qui te disent que si le détroit d'Ormuz continue à être fermé, Mhm. le vrai impact, c'est sur 2026-2027. Parce que tous les producteurs dans tous les pays vont devoir payer Les les gros prix. prix plus élevés. Tu n'en auras pas qui ont booké avant, après. Pareil pour les fournisseurs. Tous les fournisseurs vont devoir acheter au nouveau niveau. Mais tu vois, ça prend un peu de temps. En tout cas, je ne sais pas si Étienne a une autre opinion. Ben non, je m'en vais un peu dans le même sens que toi. Tu sais, je te dirais que tu sais, le 2,4, tu sais, il tient la route sur pas grand-chose. C'est quelque chose que les gens ont observé, qu'en règle générale, ça va autour du 2,4, mais ça reste que c'est des gens qui regardent la bourse sur un ordinateur. C'est pas nécessairement des gens qui sont sur le terrain puis qui arrivent avec des valeurs agronomiques puis qui arrivent avec des trucs très précis. Là, honnêtement, c'est vraiment un truc purement d'économiste. Donc, ça ne tient pas en compte des contextes géopolitiques très variables qui ont un impact sur un phénomène très précis, comme justement en ce moment les engrais azotés. Donc, honnêtement, je pense pas que ça tient nécessairement la route pour cette année. Surtout que dans le graphique qu'on montrait, on était à 2,6 alors que à 2,4, c'est notre niveau auquel il y a un basculement. Donc, normalement, on devrait avoir un petit peu plus de soya, que ben, ça a été le cas, mais si le soya est en baisse parce qu'il y avait des contextes géopolitiques qui ont fait l'inverse, tu sais, que, qui a désavantagé le soya. Donc, honnêtement, en ce moment, peut-être que cette valeur-là est peut-être pas à tenir en compte nécessairement. Euh, Puis il ne faut pas aussi non oublier que tu sais, dans le domaine des engrais, puis Ramsey a raison, honnêtement, c'est vraiment plus pour 2027-2028 que ça risque d'avoir des impacts. Parce que de un,
On a des usines de gaz naturel qui ont été attaquées. Ça ne va pas être réparé du jour au lendemain. Il y a des usines d'engrais qui ont été attaquées. Ça aussi, ça va prendre du temps. Et là, en ce moment, on est tout en train de rationner ce qu'on a et on risque de se retourner vers l'année 2027 avec de la production qui est déjà euh, comment dire, moindre. Ça va prendre vraiment du temps avant que les usines commencent à pouvoir augmenter leur production pour pouvoir répondre à la demande. Donc, même si ça serait que demain matin, on risque d'avoir vraiment des impacts encore pour 2027-2028. Donc, malheureusement, je n'ai pas nécessairement de bonnes nouvelles là, pour les prochains semis, mais regarde, on va prendre ça une année récolte à la fois. Mais dans le cas d'un producteur là, qui n'aurait pas là, booké ses engrais tôt en saison, puis que demain matin, ben, il ne peut pas encore semer, puis que son fournisseur il m'a dit j'ai accès à des formules, parce qu'on en prend un petit peu plus d'azote là, dans le maïs que dans le soya, là. Ouais. Puis qu'il doit payer ses unités d'azote là, à l'entour de 2 piastres 3 quarts de l'unité. Là. Il y aurait peut-être là, des calculs à faire là, que le soya et le maïs, c'est peut-être des éléments qui pourraient être avantagés là, dans sa gestion, dans sa régie ou dans la prise de décision, parce que à ma compréhension, de la manière que vous l'expliquez, mais cette année, il n'y a peut-être pas autant d'impact, mais l'année prochaine, si la majorité des producteurs américains doivent payer leurs azotes là, à des prix qu'on parle là, au Québec actuellement, mais ça pourrait là, justement soigner beaucoup plus en bon français. Là. Mais tu vois, Effectivement. Sylvain, c'est intéressant parce que, bon, au SRDI, malheureusement, on ne reçoit pas tous les contrats, mais on en reçoit quand même. Puis l'autre jour, il y avait un contrat pour la récolte à 306 dollars la tonne à la ferme pour du maïs. Honnêtement, au début, j'ai cru qu'il y avait une erreur. Deuxièmement, je me suis dit, s'il n'y a pas d'erreur, c'est peut-être, tu sais, ton petit acheteur, etc. Bon, je ne donnerai pas de nom, mais c'était un gros, très gros acheteur qui a déjà booké du maïs pour la récolte à 306. Moi, ce que ça me dit, c'est que, puis là, on ne parle pas d'un niaiseux ou d'une petite meunerie de troisième rang. Ce que ça me dit, c'est que même les gros joueurs sont relativement inquiets parce que si on a vraiment une petite production de maïs à 3,2, ce qu'on montre, si la superficie d'abord est confirmée fin juin, c'est la première des choses, imagine si elle est baissée. Imagine si au lieu du chiffre de StatCan, on perd je sais pas moi, 10 ou 15 000 hectares. Écoute, on va se retrouver, même avec un rendement correct, avec les stocks qu'on a, tellement bas, on va être déficitaire. Parce que quand j'ai vu le contrat, que j'ai vu que c'était pas une erreur, je me suis dit, ça montre que même les gros joueurs veulent se hedger, sont pas sûrs. Parce que, honnêtement, au moment où on se parle, aller bouquer du maïs récolte à 306, tu te dirais, ouais, mais pourquoi? Ben, ils sont peut-être pas tout à fait tort. Puis en plus, évidemment, on va toucher du bois, mais la réalité est que pour le moment, on est parti au ralenti. J'espère que ce ne sera pas comme l'an passé. Non. Mais disons, le démarrage, c'est pas le démarrage de Midwest. Eux, ils sont partis à toute vitesse, nous, on est au ralenti. Alors, si tu prends tous ces éléments, une situation actuellement très serrée, une superficie, d'après Statistique Canada, assez basse, des semis qui ont démarré au ralenti, on Ben, pourrait des coûts de avoir... production un petit peu à hausse aussi. Hein? Oui, mais pour revenir aux bases, donc Oui. si la base actuellement, et Étienne l'a bien montré, une bonne base actuellement en dollars US, alors qu'on n'a même pas semé pour la récolte, je te dirais, c'est étonnant. Mais le moindrement qu'on aurait d'autres problèmes, écoute, cette base de 45 qui t'a montré, qui sait, pourrait remonter pas mal vite à 60, 70 et 80. Donc, ça va être intéressant pour le maïs. Je veux dire, mon impression est que, bon, on a eu une année 25-26 très serrée, mais mon impression, Sylvain, est que quoi qu'il arrive, 26-27 va encore être serré. Peut-être pas autant, mais à moins que
on ait une surprise fin juin, qu'on ait 50 000 hectares de plus de maïs, j'en sais rien. Mais avec les chiffres qu'on a actuellement, écoute, Étienne et moi, on a refait l'offre et la demande ce matin, puis de mémoire, c'est la première fois qu'on fait la première offre-demande pour l'année qui va s'en venir et que c'est serré, là, tu sais. On coupe dans les exportations, on met des importations. Puis après coup, je me suis dit, c'est drôle parce que les autres années, non. Au moins au départ, tu pars à l'aise. Cette année, on part serré. Aussi. Ben, J'aurais pas. peut-être un élément positif là, pour Étienne, là, parce que je voyais que tu avais le visage un peu long puis pâle, là. Moi, l'année passée, dans le temps des semis ou la période, comme on est actuellement, là, on n'avait pas commencé à semer, mais j'avais comme une coulée là, sur le bord de la rivière où ce que les canards puis les oies se promenaient amplement. Puis en date d'aujourd'hui, puis depuis plusieurs jours, là, j'ai plus d'eau pantoute, là, puis que j'avais pas l'habitude d'avoir. Fait que les quantités d'eau qui, en tout cas dans ma région, alentour de chez moi, là, la nappe phréatique est plus basse là, qu'elle était l'année passée. Fait que ça devrait avoir moins d'impact négatif que les coups d'eau ont eu l'année passée, là. Mais ça, c'est minime la production qu'on fait chez nous à travers le Québec. Puis quand je vois Francis, là, à l'extrémité est du Québec, là. Fait que, on va essayer d'en trouver des éléments positifs, là. Fait que Moi, c'est Bah ça ça. fait le écoute, tour. Merci, messieurs. Sylvain, si tu veux le positif, c'est que, en gros, quand je regarde les premières prévisions du USDA par rapport à 2025-2026, les trois grains sont à la hausse. Bon, le blé surtout, numéro 2, le soya, en dernier, le maïs, mais quand même, leurs prévisions sont à la hausse. Alors, je te dirais, première indication à la case de départ pour le USDA, ça va monter. Bonne nouvelle. Merci, Donc, Ramsey. on ferme pas tout de suite, là, c'est ça. On attend encore un peu, puis on ferme pas tout de suite, là, c'est ça que ça veut dire, là. Là, Ben, si on il y a regarde quand tous même. nos grains, ils vont aller en acheter plus ailleurs, puis après ça, même qu'on veuille le vendre, ça va baisser. Ben, je te dirais pour 2025-2026, moi, ce que je vois, là, parce que je suis des bases à l'international, à partir de juin, juillet, là, les bases au Brésil, ils ont planté sur un moyen temps dernièrement là, avec la confirmation de la bonne production. Donc, je m'attends pas à ce que le soleil soit, comment dire, très éblouissant là, jusqu'à la fin de l'année récolte. Par contre, au Québec, c'est sûr qu'on va avoir quand même un bon niveau de base parce que nous, on ne regarde pas les valeurs d'exportation, là. On est vraiment sur les valeurs d'importation. Donc, ça se peut que quand le Brésil va commencer à exporter, ça se peut qu'on commence à le ressentir sur le contrat à terme. Donc, ça pourrait avoir des effets négatifs. Donc, honnêtement, je conseillerais les producteurs de vraiment surveiller de près jusqu'à la mi-juin là, pour voir s'il n'y a pas des opportunités, là, mais de pas trop attendre. Parce qu'avec une bonne production brésilienne, quand le maïs va arriver, ça va avoir un impact sur le contrat à terme. Mais par contre, pour 2026-2027, là, je suis d'accord avec toi, on peut attendre, là. Je pense que le niveau de base, là, entre moins à 20 et 30 cents, honnêtement, avec ce qu'on prévoit, moi, je me, je serais assez confortable pour dire d'attendre un peu. Au moins une base à 40 cents, ça serait beaucoup plus réaliste. Je ne suis pas aussi partisan que Ramsey avec son 306, là, mais je pense que tu sais, avec avec une base un petit peu plus élevée, je pense qu'on peut aller chercher Bah, davantage de. Étienne, honnêtement, j'ai cru que c'était une erreur. Et quand j'ai vu le contrat, avant de regarder le nom, j'ai cru que c'était une petite meunerie dans le quatrième rang en arrière. Non, Ouais. un gros acheteur, un des plus gros au Québec. Ouais, mais tu sais, ça reste une vente Je parmi. sais, je sais, Donc, je sais. on peut rêver, mais c'est pas un objectif nécessairement à atteindre. Donc, En tous les cas, Sylvain, Joanne, si on vous offre 306 $ pour du maïs à la récolte, moi j'en vendrai. Mais c'est mais rare, en tout cas, qu'on l'a vu là, je dirais à peu près dans le COVID, là, mais sinon, c'est rare à récolte à ce prix-là, là. Bah ouais, Mais, exactement. mais quand on regarde des périodes de livraison passé la récolte, le 300 il est atteignable, là. On le voit, Oui, là. Ouais. ben comme là, là.
Exact. Et on le voit alors que c'est très tôt. On n'a même pas commencé à semer, que certains sont déjà en train de booker pour mars, avril, mai, juin prochain. Les mouilles Pourquoi? toujours. Parce que, honnêtement, au-delà de ça, n'importe Mm. quelle façon que tu regardes notre situation, elle va être serrée pour le maïs en 2026-2027. Par contre, pour le soya, Johan, fais attention, comme tu le sais, notre Ouais, fenêtre d'exportation, c'est après la récolte. C'est un grain d'exportation, c'est pas un grain de consommation intérieure. Donc, veux pas, une fois que cette fenêtre de 6 à 8 semaines, une fois qu'elle est comblée et finie, après, c'est plus ralenti. Faut faire attention. Ouais. ouais. Je Il y a regarde certaines. beaucoup les bourses, les bases là, dans le soya, je te dirais, là, mais mis à part qu'il pleuve beaucoup au Brésil puis que ce soit pas bon, sinon ils vont en avoir tellement, ça va être épouvantable, là. Ouais. Mais Excuse. il y a eu quand même certaines opportunités cette année, mais c'était dû au fait qu'on avait une mauvaise récolte. Donc, ça, c'est pas nécessairement positif. Là, on a vu qu'à partir du mois de janvier, on avait des bases US là, à zéro, ce qui est quand même assez inhabituel là, par rapport au moins 45, moins 65. Là. Donc, Ouais. ça, c'était vraiment un phénomène vraiment ponctuel pour le marché du Québec. J'arrête mon explication là. Étienne, tu es grippé, c'est officiel. Bon, je crois qu'on va conclure notre webinaire avant que Ouais. Monsieur Lafrance. Merci Merci beaucoup beaucoup. et Ben, merci à toi, merci. Franceline. Merci à Merci, l'équipe. bonne fin de Merci. soirée. Bye bye.